Oui, mon intervention va être, comment dire, puisque finalement entre Toulon et puis les deux interventions qui vont suivre, on va avoir un certain nombre des propos qui concernent des situations concrètes et des situations opérationnelles. Et en ce qui me concerne, j'ai dû trop parler, encore une fois, à un moment donné, je ne sais plus quand. Y a un titre bizarre qui est apparu, qui s'appelle Du local au global. On va absolument pas parler de ça. Je sais pas comment il est advenu ce titre. À un moment donné, une discussion à l'école. Bon, puis on m'a dit tiens, tu t'y colles. Et donc je vais vous parler vraiment strictement du local parce que ça me paraissait trop compliqué de parler du global. Et ensuite, je vais vous parler, alors très rapidement, du quartier Noailles et en toute incompétence. Parce que si... alors je vous explique pourquoi je vous dis en toute incompétence. Parce que j'ai été amené il y a fort longtemps, quand je faisais mon diplôme d'architecture, à travailler sur l'extension de Marseille au XVIIe siècle. Ce qui fait que depuis, on me prend pour un historien de la ville, ce que je suis un petit peu malgré tout. Je connais un petit peu les modes de croissance, comment la ville s'est développée. Et je me suis amusé en peu de temps, je dois le dire, à reprendre ces outils pour essayer de regarder un peu comment fonctionnait le quartier dit Noailles, que vous avez ici sur la diapositive. Avec quand même une toute petite idée derrière la tête, c'est qu'on est loin, me semble-t-il, à Marseille, de l'état de conscience de l'intérêt de la ville historique comme objet. Alors en plus, c'est vrai que c'est absolument dramatique parce que la ville historique a été désignée sous la forme d'une catastrophe, quoi, 8 morts. Donc il y a une espèce de trauma et du coup il y a quelque chose de presque, je veux dire presque obscène à parler de formes urbaines, d'architecture dans des conditions où il y a péril en la demeure, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans lesquelles on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On entend parler de 4000 logements, plus, oui, peut-être 4000 au moins logements en péril. Il y a un grand mouvement, on vide des logements. Enfin, donc du coup, être là en tant qu'architecte, parlant de vieux cailloux, il y a une espèce enfin, en tous les cas, moi personnellement, ça me met pas complètement à l'aise. Bon, cela dit, je pense qu'effectivement, comme que la ville est une chose qui dure, fort heureusement, et qu'il est intéressant de la regarder en tant qu'objet physique, en tant qu'un tas de cailloux, des chemins, des routes, des rues. Et puis il y a aussi des gens qui y habitent, ça ne veut pas dire que parce qu'on parle des routes, des rues, qu'on oublie les gens qui y habitent. Donc je vais tenter de vous parler non d'un certain aspect de Noailles, et je vais griller mes cartouches tout de suite pour que vous voyez où ça va, parce que ça va être un petit exposé qui n'est pas véritablement historique, parce que ça supposerait tout le sérieux de l'historien, mais qui regarde 2 ou 3 façons qu'a eu de se faire la ville dans le quartier Noailles. Avec, donc je disais griller mes cartouches, parce que y a un intérêt de complexité dans le quartier Noailles. C'est-à-dire, je trouve que quand peut-être si on s'amusait à un travail comparatif ensuite sur le centre historique marseillais, ces différents quartiers, on s'en rendrait compte, et c'est un peu le point de vue que j'ai aujourd'hui après avoir regardé un peu comment c'était passé en termes de mise en place du système urbain de Noailles. J'ai l'impression des quartiers extrêmement complexes et donc très intéressants de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la complexité de Noailles est certainement quelque chose sur laquelle il faut à la fois identifier et là je me lance dans le projet, préserver. C'est-à-dire que cette complexité est certainement, d'un côté il y a une analyse, on identifie une situation, et de l'autre on se projette et on se dit cette complexité est intéressante, et pour faire plaisir à Pascal Urbain, elle participe des beautés du centre-ville de Marseille. Donc c'est une tentative de parler du quartier Noailles comme un lieu de beauté, beauté parce que situation un peu incroyable de complexité. Alors d'abord, je vous disais, c'est mon péché mignon. J'ai travaillé il y a fort longtemps sur l'extension de Marseille au XVIIe siècle, et je ne vais pas vous faire l'exposé pénible de tous les projets d'extension de la ville, enfin de tous les projets, j'entends, aux alentours des années 1660, quand Louis XIV décide qu'il faudra bien que Marseille devienne une ville française et non pas s'imaginer être une république italienne, donc enfin une république tout court, et donc agrandissement de la ville, et
il y a tout un débat, il y a toute une série de dessins qui sont faits. Et de façon assez amusante, peut-être pour des raisons topographiques, ce que dans cette fenêtre, c'est toujours très pratique, les fenêtres abstraites, ça permet de s'épargner du débat sur les limites. On va dire que cette fenêtre encadre le quartier Noailles. Donc dans cette fenêtre, il n'y a pratiquement jamais eu de tracé. C'est-à-dire que dans les projets du XVIIe siècle, Noailles est comme une espèce de point aveugle du projet urbain. Et tiens, ça bouge tout seul sans qu'on y touche, fais attention. Donc ça c'est la nouvelle enceinte, le trait, je vais essayer de vous comprenez où est l'enceinte, hein, c'est le trait rouge qui était ici. Mes dessins sont abominables, je suis navré, je suis un assez mauvais photoshopper, surtout dans la hâte. Et puis vous avez ici ah putain, c'est terrible. Il ne faut pas toucher à ça parce que sinon... Donc, ça c'est l'enceinte Louis XIVienne. Ça c'est l'actuel Cour-Belzins avec la rue de Rome. Et puis il y avait une place en sortie de ville. On est donc sur le quart sud-est de la ville agrandie. Alors, la diapo d'avant, j'y reviens, montre au fond que cette espèce de tache aveugle dans l'agrandissement de Marseille. Ce quart sud-est de la ville agrandie, c'est un endroit, je suis désolé, ça ne marche pas, ou je ne sais pas m'en servir. Vous voyez 3 chemins divergents, à partir de 4, même un qui remonte l'actuelle Canebière, à partir de la Porte Royale, qui était l'issue principale de la ville médiévale, et puis des chemins qui partaient à la campagne. On a la toponymie en rend encore compte, parce que la rue de la Palue se transforme un peu plus loin en rue d'Italie. Et puis la parallèle qui a tracé l'agrandissement, c'est bien sûr la rue de Rome. Puis il y a la rue d'Aubagne, rue Médiane, et puis une 3e rue qui est aujourd'hui rue de la Bibliothèque, pardon, pas rue de la Bibliothèque, qui passe devant les Beaux-Arts, devant Carly, et qui file à la Plaine. Donc ça c'est une espèce de présence probablement assez immémoriale, parce que c'est un chemin de l'âne qui s'en va à la campagne ou dans les lointains, à partir d'une porte de la ville. Donc le tracé Louis XIVien qui définit les limites de la ville nouvelle, et au fond on a ici un quartier qui est d'abord structuré par des chemins ruraux et puis une rue, on peut développer ça, mais la rue de Rome est très astucieusement tracée en doublon de l'actuelle rue de la Palue. Je suis très... Oui. Ici, la maison de Pierre Puget, qui est justement... La maison urbaine de Pierre Puget, qui est justement à l'angle de la rue de la Palue et de la rue de Rome. Et c'était juste pour vous dire ce que je vais vous développer par la suite, c'est que d'une certaine manière, ce quartier va être un quartier composite d'expérimentation. La maison de Pierre Puget, c'est comment on fait une maison dans un coin impossible pour faire une maison, dans un coin tout pointu, en forme de cercueil. Et Puget dessine une jolie petite maison où il réussit à combiner le domestique et le monumental, en utilisant la plus petite des façades comme étant justement celle qui est le lieu de l'expression architecturale la plus monumentale. Et là, vous avez, ça c'est d'après un plan du milieu du XVIIIe siècle, 1742, je crois, c'est Razeau. Vous avez l'état de la ville, donc au milieu du XVIIIe siècle. Il y a eu d'abord un fort arrêt de la croissance urbaine intramuros, parce que il y a la peste de 1720 qui diminue la population de Marseille de moitié. Donc la ville bouge lentement. Et il me faudrait vraiment la flèche. Je suis désolé de ne pas savoir faire marcher ce truc-là. Si quelqu'un peut revenir me montrer qu'est-ce qui... Ah, ça y est, ça se passe. Merci, j'ai trouvé. Donc, ce qui est peut-être... Donc, il y a une croissance, disons, on pourrait appeler ça une espèce de croissance spontanée le long des... Là, il y a un peu de lotissement déjà. Il y a des îlots bizarres et compliqués qui sont manifestement pas tracés selon une logique de lotissement. Une croissance entre la rue de la Palue et la rue de Rome ici, cette espèce de langue. Mais surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est 3 choses, ou plutôt 4. Ici, une rue très bizarre, qui s'appelle rue Neuve. C'est-à-dire que c'est effectivement, au XVIIIe siècle, la seule rue à peu près droite et construite continuellement,
dans le nouveau quartier. En bleu, bleu-vert, vous avez le domaine des Feuillants et ici le domaine des Capucins. Donc deux grands domaines religieux, et là, sans en connaître très exactement les limites, et sans connaître très exactement comment ce garçon avait fait fortune tout en étant architecte, mais surtout sculpteur, le domaine de Pierre Puget. Donc on a des grands domaines vides, ici en rose et en bleu, et puis une rue de lotissement, mais assez bizarrement, c'est pas un îlot qu'on lotisse, c'est on lotit des deux côtés de la rue. Et puis là, une série de ce qui va donner son nom au quartier, la rue Noailles, parce que ici, je ne sais pas exactement où, se tenait l'hôtel de Noailles. Et il y avait donc à Marseille une série de 5 ou 6 très beaux hôtels particuliers, du type de celui qu'on a aujourd'hui à la rue Grignan, des grands hôtels, entre cours et jardin, enfin entre maisons et jardins. Les maisons occupaient la façade nord de l'îlot, et puis derrière se développaient des jardins qui venaient s'appuyer sur ce qui viendra plus tard la limite de la place des Capucins, ici. Donc, des situations typologiques assez variées, et je voulais vous montrer, voilà, de plus près cette rue étonnante, qui est la rue Neuve, ici, puisque là, on dirait qu'on s'y livre à une espèce de bricolage ou d'expérimentation, parce qu'on va trouver des maisons totalement strange. Cette maison a une fenêtre, par exemple. Il y a peut-être que moi que ça étonne, mais enfin, c'est a priori mal commode. Et, mais aussi une maison qui reprend les typologies de la ville historique, du Panier, quoi, qui est la maison à 2 fenêtres. Et puis, ces 3 fenêtres, ce 3 fenêtres qui va fortement conquérir le terrain de la ville après, qui a cette particularité, pour ceux qui seraient un peu moins attentifs, d'avoir une porte centrale et non pas une porte latérale. Un peu comme si pour y loger, je ne sais pas quel aristocrate ou quel prétendant à l'aristocratie, on essayait d'avoir une façade composée sur une symétrie. On retrouve ce type de maison en haut de la rue d'Aix. Donc si vous voulez, ce qui je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit donc cette rue Neuve se constituer d'une certaine manière de briques et de brocs, avec des parcelles de taille très variées, avec des maisons sur des typologies assez variées. Et donc on va du 1 aux 3 fenêtres, peut-être plus, mais enfin c'est une des rues les plus anciennes du quartier. C'est aujourd'hui la rue Jean Roch. Ensuite, on a 2 modes de fabrication du reste du quartier qui sont des lotissements. Alors on dit des lotissements, d'accord, mais c'est pas tout à fait suffisant pour les caractériser. Là, c'est le domaine de Sieur Puget, qui avait malheureusement sa bastide dans l'axe de la prolongation d'une rue, et la bastide a sauté. Dommage, c'est une jolie maison. Donc Puget, elle est en carrosse de sa maison de ville qui était ici à sa maison de campagne qui était là, maison de campagne qui était dans les murs. Donc la maison de Puget qui était ici a été démolie. Entre parenthèses, c'est son fils. Il inaugure certainement une tradition marseillaise où les enfants et les petits-enfants vivent du patrimoine fait par un aventurier de première génération. Et donc, on lotit simplement en prolongeant ces rues qui sont constitutives du quartier Saint-Féréol. On leur fait traverser la rue de Rome et on les amène comme ça, montant un peu droit dans la colline, parce que j'ai oublié de dire un truc aussi qui est très important pour ce quartier, c'est évidemment qu'il est en double pente, c'est-à-dire qu'il y a cette pente parcourue par la rue d'Aubagne, mais aussi il y a une pente assez forte dans ce sens-là, hein, venant de la plaine. Donc, et ici on voit que les îlots sont larges, avec des cœurs d'îlots, et assez profonds, et donc qui vont devenir effectivement extrêmement confortables. Par contre, là, on a ces délotissements qui ont lieu après la Révolution française, où les domaines religieux ont été laïcisés et rendus publics, et on fait des lotissements de l'an. Et là, il me semble que ces lotissements sont un peu faits à la petite semaine,
C'est-à-dire qu'on a un tracé de rue extrêmement proche de la rue Neuve, ici, qui ménage peu de cœur d'îlot. Là, il y a une rue existante, on vient redécouper, tant bien que mal. Il y a un phénomène assez étonnant, cette espèce de rue, qui est, je crois, aujourd'hui la rue de l'Académie, qui vient s'installer comme une espèce de médiane entre... On aurait pu croire à une trace de chemin rural, finalement, avec son inflexion. Non, c'est... on se débrouille pour découper encore plus petit, si possible, le sol de ces domaines religieux. Les hôtels particuliers sont encore là, et la rue Fongat est créée ici. Et puis le reste, ça apparaît assez mal, mais il faut bien imaginer que tout ça, toute cette zone ici, à l'extrême est du quartier, n'est pratiquement pas urbanisée. De la même manière, ici on a des rues qui sont tracées, quelques bouts d'îlots qui commencent à être bâtis, mais on voit bien que dans le quartier, aujourd'hui, quartier de l'Opéra, on a des îlots qui restent très vides dans leur centre, très aérés. Et ces rues, là on est dans les rues justement de la zone terrain de Pierre Puget, lotissement Pierre Puget, où on a d'assez belles maisons avec ces arcades assez qui manifestent enfin qui les datent quoi. Ça c'est quand on a ce genre d'arcature, très fréquemment on a des bâtiments du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe siècle. Et là par contre on est dans le secteur des lotissements qui sont faits sur les domaines religieux, qui sont des lotissements donc sur domaine public. Je ne sais pas si je vous dis, j'ai pas fait le travail d'historien nécessaire, mais je pense que c'est la ville de Marseille qui à un moment donné lotissait ces terres qu'elle s'était appropriées, qui étaient devenues publiques. Et vous voyez que là, on a des modernatures beaucoup plus simples, on est plus tardif, on est au début du 19e siècle, et voilà, peu de modernatures, une architecture, disons, moins ornée, moins souple que celle du XVIIIe siècle. Donc je parlais des rues qui sont ici, hein, rue de l'Académie, toute cette série de rues qui est un lotissement finalement plus tardif que celui qui est ici. Celui-ci date de la moitié du XVIIIe siècle et celui-ci du début du XIXe siècle, après la Révolution française. Et puis, histoire d'en rajouter une couche, parce que c'est déjà, ça fait donc toute une série, une espèce de marqueterie de types urbains et de tissus urbains qui sont assez différents. Et ce qui va rendre difficile à lire et complexe, alors même que son tracé est assez astucieux, parce que finalement, vous voyez avec difficulté en orange le travail de suture qui est réalisé autour du cours Liotto et qui donne ici une espèce de figure haussmannienne à quelque chose qui n'est pas vraiment haussmannien. Et il y a une percée donc, qui est réalisée depuis cette zone-là jusqu'à la Canebière, qui va complètement bouleverser les continuités du quartier avec le reste de la campagne, parce que ce n'est pas encore la ville ici. Et puis vous avez ici le percement de l'élargissement d'une rue existante, qui était cette rue Noailles, qui débouchait sur une promenade dans la ville, qui était le troisième tronçon de la Canebière. Et à la faveur de cet élargissement, si j'ose dire, on a détruit certainement ce qui est les plus belles architectures domestiques de Marseille datant du XVIIe siècle, pour les remplacer par des bâtiments eux aussi haussmanniens. Donc on a une espèce de croûte haussmannienne périphérique au quartier, des développements de faubourgs, des lotissements un peu chicos, des lotissements qui sont, on a l'impression que la rentabilité du sol a été la première préoccupation de ceux qui le découpaient. Et puis, dernière touche et retouche qui est intéressante, c'est ici on avait, comme vous l'avez peut-être vu sur les précédentes diapos, un assez gros îlot. Trop gros, j'en sais rien. En tous les cas, on a une intervention, c'est les Halles de la Croix, et on va créer une véritable place publique hein, en ouvrant le cœur d'îlot. Ça ressemble à une opération toulonnaise,
Pas tout à fait, parce que les Toulonnais auraient bien pris soin de garder un cadre bâti ici, de mettre des grilles de chaque côté pour pas qu'on puisse rentrer. Mais là, en l'occurrence, c'est bel et bien une place publique, sans aucun doute. Ça supprime même l'idée même de Cœur d'Îlot pour devenir une véritable place publique sur laquelle a été construite la halle de la Croix, aujourd'hui détruite, et il nous reste cette espèce de monnaie nature que je vous montre ici, qui fait la périphérie très régulière et qui est en fait une façade masque en quelque sorte, qui vient s'adosser au bâtiment existant qui était en périphérie, qui constituait cet îlot. Bon. Là, c'est une autre figure de ce quartier Noailles, puisque finalement Liotto le traverse, hein, le sectionne dans sa partie est, et où on a des immeubles qui sont de période haussmannienne. Et puis là, c'est simplement... puis là, c'est juste fini. Donc, ce que je voulais dire, je vous l'ai déjà dit tout de suite dès l'entrée, c'était que ce quartier mériterait une histoire sérieuse qui n'est pas celle que je viens de vous faire. Je crois que Joël Burle, qui me semble être dans la salle, s'y est un peu attaqué à cette question de l'histoire du quartier Noailles. Mais dans la constitution d'un projet urbain, il est concernant les centres-villes. Je pense que là, c'était juste véritablement une esquisse, mais il y a un vrai travail à faire d'identification des périodes, pas des périodes historiques pour les périodes historiques, mais de cette espèce de ce charme au fond qu'a la complexité urbaine. Je vous remercie.